Donc, on a eu 3 exposés ce matin qui nous ont permis de prendre un petit peu de hauteur par rapport à des questions qui touchent au quotidien en élevage. On va quand même essayer d'y revenir. Bon, Monsieur Prochiante, il nous a montré que nous, sapiens, j'entends, on est des animaux, mais pas tout à fait les mêmes que d'autres. Qu'on a un certain nombre de spécificités. Alain, tu nous as montré que les animaux avaient aussi une conscience, que cette conscience, c'est un ressenti émotionnel, c'est de l'expérience de l'environnement, c'est de la mémoire, ils peuvent anticiper un certain nombre de choses, donc ils sont quand même, dans nos espèces d'élevage, entre guillemets, assez développés. Ils ont un cerveau très, très développé, ils expriment beaucoup de choses, et Céline nous a montré que les animaux étaient de communiquer, même s'ils n'avaient pas le langage comme nous. Donc, on voit qu'on a quand même des proximités, mais aussi des différences, et que on ne peut pas considérer un animal en élevage comme quelque chose d'inerte, d'incolore, d'inodore. Il y a des choses à faire. Alors, peut-être une première question pour Monsieur Prochiante. Alors, je sais que vous y avez déjà répondu, mais j'y reviens parce que je pense que c'est une question que beaucoup de professionnels de l'élevage et d'éleveurs se posent. C'est on ne peut pas faire de hiérarchie entre espèces, mais pour autant, il y a quand même des différences. Et il y a quand même tout un mouvement, on va dire animaliste, de gens un peu idéologues et assez radicaux qui tendent à faire passer le message que l'homme est un animal comme les autres, et en fait il n'y a pas de différence. Et ils s'appuient souvent sur le fait qu'il y a, par exemple, les primates, vous avez dit, il y a 1% ou 1,5% de gènes de différence, ce qui est très peu, et que donc on ne peut pas faire de l'élevage des animaux, on ne peut pas les élever pour les tuer, et l'élevage, c'est de l'exploitation des animaux. Mais en fait, je crois que vous avez démontré à travers vos raisonnements que c'était quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on a comme très bons arguments pour... alors, je ne parle pas qu'il faut améliorer l'élevage, c'est une autre question, mais pour dire que l'élevage est quelque chose qui est justifié au-delà de son rôle qu'il peut avoir dans des mécanismes, on va dire, agronomiques, d'agriculture, de recyclage, etc. Mais éthiquement, comment l'élevage est justifié selon vous? D'abord, non, il n'y a pas de hiérarchie entre les animaux. C'est-à-dire que l'évolution, elle a fait son boulot, elle est sans fin, sans finalité. Et puis aujourd'hui, on a tous les animaux qui sont arrivés en bout d'arbre, si j'ose dire. Donc, chacun dans sa niche, chacun dans son milieu, chacun adapté. Donc, même s'il n'y a pas de... Mais on ne peut pas être antispéciste pour cette raison, parce que être antispéciste, c'est nier même l'évolution. C'est-à-dire que si on est antispéciste, d'une certaine façon, on est anti-évolutionniste. Donc oui, nous sommes différents des autres animaux, et les autres animaux sont différents de nous. Bon, il se trouve que dans la course aux gènes, si j'ose dire, c'est Sapiens qui a gagné. Et je dis bien pour l'instant, parce qu'on peut imaginer que, d'ailleurs, lié à l'activité même de Sapiens, se créent des conditions géophysiques qui fassent que Sapiens disparaisse. Hein. Ça, c'est pas du tout quelque chose d'exclu. Auquel cas, c'est d'autres espèces qui prendront le dessus. Mais il n'y aura personne pour le chanter, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est bien gentil, mais ces autres espèces, elles ne vont pas raconter. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est là où on voit l'importance du langage de la culture humaine. C'est-à-dire que c'est elle qui raconte l'histoire. Hein. C'est elle qui écrit les livres. C'est elle qui... Donc, à quoi bon la nature si Orphée n'est plus là pour la chanter? Après tout, on s'en fiche, nous. Donc, alors, pour ce qui est des élevages, mais c'est très différent parce qu'il n'y a pas toujours eu des élevages. Bon, c'est des éleveurs-cueilleurs qui, au cours de l'évolution... moi, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit ce matin. Vraiment, j'ai appris plein de trucs. Et il y a des choses d'ailleurs sur lesquelles je voulais intervenir, mais c'est pas la peine. Mais pour les éleveurs-cueilleurs, ils ont d'une certaine façon apprivoisé les animaux. Donc, les animaux sont devenus beaucoup plus proches de nous. Hein, c'est devenu des compagnons d'une certaine façon, même si à la fin on les mange.
Alors, je pense que c'est un truc qu'il faut gérer, cette contradiction. Comme pour moi je suis chercheur, ben, je suis bien obligé de m'occuper des souris, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voir des macaques. Donc, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de l'amitié pour ces animaux tant qu'on travaille avec eux et de faire en sorte que leur confort et leur vie soient le plus agréable possible et qu'il n'ait pas une conscience claire de la mort au moment où elle va arriver et qu'elle arrive avec le moins de souffrance possible, quand c'est possible. Parce que si vous travaillez sur la souffrance, vous voyez, il y a des choses dont il faut tenir compte. Donc ces animaux que nous élevons ne sont pas des animaux qui sont dans la nature sauvage, ce sont des animaux qui sont dans un milieu humain. Et donc, ils ont des relations avec l'homme. Et ça, c'est inévitable. Il faut la gérer, cette relation, de façon la plus civilisée possible. Je pense que c'est à l'honneur de Sapiens de se poser les questions, de savoir comment on peut gérer ces relations de la façon la plus, entre guillemets, humaine possible. D'accord. Peut-être que dans ces relations, là, la question est pour les trois, dans ces relations homme-animal prises en compte des caractéristiques de l'animal, il y a un mot que je n'ai pas entendu ce matin, c'est sélection génétique. Et en fait, compte tenu de ce que l'on sait des animaux aujourd'hui, jusqu'où on peut aller ou ne pas aller dans la sélection des animaux. Je pense notamment, on est allé très loin dans la sélection sur de la performance. On a des animaux qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'état naturel. Si on poursuit les courbes de croissance des charolaises aujourd'hui, je pense que dans 35 ans, elles feront le poids d'un hippopotame. Et biologiquement, c'est pas impossible. Donc, est-ce qu'on a des limites qui sont liées alors, aux aspects éthiques, aux aspects bien-être des animaux sur ces questions-là? Je voudrais bien le regard des gens des neurosciences, des gens qui s'occupent de conscience chez les animaux. Oui, donc peut-être je peux faire donner un premier élément de réponse. Enfin, pour moi, ça me fait tout de suite penser au niveau sélection génétique, donc la question des hypertypes. Et ça ne concerne pas uniquement les animaux, nos animaux de ferme. Hein. Ça peut aussi intégrer aussi les questions d'hypertype chez les animaux de compagnie, qui fait que les animaux ont des difficultés respiratoires pour certains chiens. Les hypertypes, tu as parlé effectivement d'animaux qui ont des croissances si rapides, même intra-utérines, qui fait qu'on est obligé de faire le vélage par césarienne. Là, je pense qu'il faut vraiment se questionner et d'avoir une démarche éthique aussi sur la pertinence de ce type de pratique qui est plutôt dans la recherche de la performance et puis de la valeur économique, mais qui est un peu en contradiction avec les questionnements éthiques de la société, même si on a vu ce matin que le citoyen, quand il est consommateur, il peut être schizophrène. Mais je pense que c'est important à cette période-là de se questionner sur certaines sélections et peut-être de plutôt réfléchir sur l'intégration de nouveaux, je dirais, nouvelles mesures pour intégrer les schémas de sélection, comme dans la prise en compte des comportements d'adaptation des animaux, et peut-être revoir plus, non pas sur un hyper-perfectionnement de l'animal, mais peut-être sur une certaine adaptabilité, notamment comportementale en tant qu'éthologiste, mais pas que, des animaux, du fait des questions d'aléas climatiques, par exemple, qui nécessitent une adaptation rapide de l'animal et qu'elle soit à moindre coût métabolique. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Alain. Je crois la course à la production, elle s'est faite aussi bien en génétique que dans les systèmes d'élevage finalement. Et on y revient. Je pense que ça, depuis quelque temps, par exemple en truie, on a des truies qui produisent une vingtaine de porcelets. Elles ont 14 à 16 tétines. Donc on a beaucoup de mortalité. Et les généticiens travaillent sur la diminution de cette mortalité et la diminution de la production. L'amélioration des qualités maternelles des animaux. Donc je pense qu'on est en train de faire cette voie vers
on est en train de s'auto-censurer peut-être spontanément Ouais, aussi. je pense qu'on a atteint à un certain moment la notion d'animal limite, Ouais. limite de ce qu'on pouvait faire. Monsieur Frochiante, ça vous inspire quelque chose? Non, je pense que tout ce qui a été dit, ça correspond à ce que je peux penser personnellement. Je suis sensible au fait que les éleveurs, avant même de connaître la génétique, ont eux-mêmes fait de l'évolution en croisant entre eux les meilleurs producteurs de lait, de viande, tout à etc. fait. Donc, nous, on poursuit le geste en sachant à peu près ce qu'on fait parce qu'on pense qu'on contrôle les gènes. Et j'étais très sensible à ce qu'a dit Alain. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom de famille, mais bon, on s'appelle tous Alain maintenant. Donc, sur l'idée que peut-être faudra-t-il rapidement adapter des animaux et des plantes aux nouvelles conditions environnementales qui arrivent. C'est-à-dire que on ne va pas laisser la nature le temps d'adapter à une montée de 2 degrés Celsius. Peut-être qu'il faudra travailler avec les généticiens pour éviter que les gens dans des pays où les températures montent trop soient chassés de leurs terres, soient obligés de migrer, etc. Donc, c'est pas bien ou mal, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pensé et adaptatif. Voilà, pour moi, c'est absolument Tout à fait. Peut-être une autre question alors on revient sur les notions de bien-être, bien-traitance. Bon, enfin, c'est venu de l'exposé d'Alain, mais la question, à nouveau, c'est pour l'ensemble des personnes autour de la table ronde. Bon, tu nous as montré que le bien-être des animaux, il faut considérer le point de vue de l'animal. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que de la bientraitance. La bientraitance, enfin, moi, en tout cas, je la lis comme ce que nous, on pense être bon pour l'animal et qu'on fait pour le faire le moins souffrir possible, ou pas souffrir du tout, si possible. Mais ça va au-delà. Du coup, enfin, comment se place finalement cette approche qu'on entend souvent d'ailleurs de bientraitance des animaux, par rapport au bien-être de l'animal, qui est aussi un mot parfois un peu galvaudé, parce qu'on le met un peu à toutes les sauces et en confondant un peu peut-être ces différentes notions. Donc c'est de distinguer les, oui, les comment, deux, comment, voilà, comment ça se distingue réellement et comment les recherches qui ont été conduites sur la conscience d'un animal, sa perception du milieu, ces modes de communication changent ce shift entre bientraitance qu'on avait tendance, enfin, moi, quand j'étais à l'école, on parlait, à la limite, ça ne s'appelait pas bientraitance, mais en gros, c'était ça, et le bien-être animal, son ressenti. Effectivement, les travaux qu'on vous a présentés ce matin, c'était un peu dans cet objectif-là de dire qu'il faut vraiment aller au-delà de la prise en compte de la bientraitance, qui est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Hein, comme tu le disais, c'est vraiment les actions engagées par l'homme et qui revient avec le propos de monsieur Alain aussi à distance, qui était de dire, voilà, l'homme a quand même des responsabilités sur les animaux qu'il utilise et il se doit de faire en sorte que ça réponde le mieux à leurs besoins. De mettre l'effort sur la question et sur du bien-être animal, qu'est-ce que ça veut dire, ou du bien-être des animaux plutôt, c'est d'ajouter cette composante supplémentaire en disant il faut se donner les moyens d'avoir un retour via l'animal de ce que l'on lui propose en termes d'environnement, de conditions d'élevage, soit effectivement perçu par l'animal comme étant un plus. Ou est-ce que c'est plutôt notre vision d'esprit qui fait que, mais ça n'a aucun impact sur l'animal. Donc c'est pour ça qu'il est important de distinguer ces deux choses et petit à petit, effectivement, la frontière ou la résistance qu'il y avait en disant, comme on ne peut pas rentrer dans la boîte noire de l'animal, on ne peut pas parler de bien-être. Et en fait, tous les propos de ce matin, c'était bien de montrer que par des approches directes ou indirectes, on peut avoir un retour. Et puis tous les outils d'évaluation du bien-être animal sont dans cette optique-là. C'est-à-dire les mesures faites sur les animaux sont là pour avoir la garantie que ce que l'on a apporté comme modification dans l'environnement ait du sens pour l'animal. Je peux me permettre d'intervenir parce que je vais devoir partir. C'est très intéressant parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre l'animal. C'est-à-dire qu'il faut le grand danger, à mon avis, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que
les antispécistes sont anthropomorphiques. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'animal pour ce qu'il est. C'est-à-dire l'animal dans son monde à lui, animal. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mais c'est une grande recherche de comprendre ce que c'est que ce monde à lui. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu ce matin, c'était très intéressant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on se met on essaie de comprendre comment le cerveau de l'animal, comment ses habitudes construisent un monde qui est un monde animal qui n'est pas le nôtre. Et bien traiter les animaux, c'est aussi respecter cette autonomie de l'animal par rapport à nous. C'est-à-dire, il est dans son monde. C'est pas forcément un humain déguisé en vache. On n'est pas dans Ovid, on n'est pas dans les métamorphoses. Hein. On est dans l'évolution vraie, dans le monde vrai. Et je crois que ça, c'est un point important de lutter contre l'anthropomorphisme, qui ne veut pas dire que pour autant on va maltraiter les animaux. Alors, c'est un petit peu comme je le vois. Moi, je suis pas éleveur, donc. Je crois que c'est ce qu'on fait en tant qu'éthologue tous les jours. Essayer de comprendre l'animal pour s'adapter à lui, en fait, pas l'adapter à nous. Et la présentation de Céline était bien dans cette optique-là. Sa première partie sur tous les canaux sensoriels, en fait, de chaque espèce. Et c'est bien cette idée-là, pour éviter, comme vous le dites, de faire de l'anthropomorphisme, de se projeter sur l'animal ce qu'on pense, et pas forcément en tenant compte de la manière dont il pense ou dont il ressente. C'est d'abord de comprendre l'univers sensoriel des espèces auxquelles on s'intéresse. Et effectivement, on n'est pas trop macrosmatif, c'est-à-dire on n'est pas trop olfactif, alors que ce que nous a présenté Céline montrait bien que les espèces auxquelles on a affaire, elles communiquent et beaucoup par l'olfaction, par les odeurs. Et d'en tenir compte, eh bien, ça modifie aussi la façon dont on peut en fait agir ou interagir avec les animaux. Alors, cette connaissance de plus en plus fine des animaux, de leurs réactions, de leurs comportements, la question c'est, avec cette connaissance-là, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'améliorer le bien-être animal dans tous les systèmes d'élevage ? Bien sûr, sinon je vais démissionner. Je pense ne faites pas ça. Comment ? Ne faites pas ça. Oui, on a tellement encore de choses à apprendre des animaux que je pense qu'il y a une marge de manœuvre dans tous les systèmes, aussi bien pour les animaux qui sont dans des bâtiments. Alain nous parlait d'enrichissement. On peut leur proposer plein de choses. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Ceux qui sont dehors aussi, ils peuvent avoir une vie plus pauvre parce qu'on n'a pas proposé d'ombre, alors qu'ils peuvent avoir des coups de soleil. Enfin, je pense que quel que soit le système, on a une marge qui est importante. Oui, Céline a raison. Il y a des marges de manœuvre dans tous les systèmes. Je rajouterais que peut-être qu'il y a des marges de manœuvre plus étroites dans certains systèmes que dans d'autres pour nuancer des propos qui ont été écrits par ailleurs. Mais il est certain que, on parlait de bientraitance juste avant, je pense qu'il y a déjà des questionnements de bientraitance à avoir dans des systèmes où effectivement la prise en compte des besoins comportementaux et physiologiques des animaux n'a pas été la préoccupation première. Par contre, rien n'est irrémédiable, on peut réfléchir sur on parlait des hypertypes tout à l'heure, jusqu'où on est allé, et peut-être de pas revenir en arrière, mais de faire différemment, d'opérer une certaine transformation. Et la question peut se poser aussi dans certains élevages plus que d'autres, d'opérer certaines transformations. Et avec la tendance actuelle qui a été amplifiée par le rendu en fait de l'initiative citoyenne européenne sur la fin des cages, il faut aussi se poser la question de ne pas répondre tel quel, mais qu'est-ce que ça veut dire, et le plein air intégral n'est pas forcément une réponse idéale à l'ensemble des espèces auxquelles on s'intéresse, et qu'il faut dans tous les cas que l'animal ait la possibilité
encore une fois, d'agir, de contrôler, et d'être dehors, ça veut dire de pouvoir se protéger, de pouvoir effectivement se déplacer sans forcément être exposé à la prédation. Donc il y a du travail de réflexion et d'amélioration dans tous les systèmes, mais on sait bien qu'il y a des systèmes qui d'emblée répondent beaucoup plus aux besoins de vie en groupe, aux besoins d'espace disponible suffisant par individu, d'expression des comportements comme de fouissage, etc. Et qu'il y a des dispositifs, des pratiques qui répondront par définition beaucoup moins facilement à ces exigences. Bien, je pense qu'il va être temps de clore la table ronde. J'avais juste une dernière remarque. Alors, je ne sais pas si elle n'est pas trop anthropomorphique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on aura réussi sur cette thématique du bien-être des animaux quand la vie des animaux d'élevage sont des vies qui vaudront le coup d'être vécues, vues du point de vue de l'animal? Je pense que c'est une très bonne conclusion, notamment par rapport aux échanges qu'on avait eus juste avant, mais peut-être que M. Prochiante peut conclure. Moi, je ne sais pas ce que la vie que vive l'animal. Voilà, donc je pense qu'il faut laisser les éthologues travailler et se rapprocher le plus possible de ce qu'ils nous indiquent qu'il faut faire, tout en préservant les intérêts de notre espèce. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais aussi oublier que moi, je travaille dans la recherche médicale. Donc, je ne m'injecterai pas un médicament qui n'aurait pas été testé d'abord chez un macaque. Hein, voilà. Donc, il faut choisir. Vous citiez Claude Bernard tout à l'heure sur la sensibilité animale. Il a aussi écrit de très belles pages sur l'expérimentation animale pour la médecine. Donc, dans tout, il y a un équilibre à traiter. C'est-à-dire qu'il faut pas être extrémiste dans ces questions. Il faut vraiment réfléchir et puis avancer avec les connaissances qu'on crée au fur et à mesure, à commencer par celles des éthologues, bien entendu, parce que c'est eux qui peuvent répondre aux questions. C'est comme ça que je le vois, mais je peux me tromper. Ça m'est arrivé souvent. C'est bien de le reconnaître. On va rester sur ces paroles très sages, disant qu'il y a encore du travail pour les éthologues et qu'ils sont au cœur des débats sur ces questions d'amélioration des conditions de l'élevage. Et puis ce qui est très, très positif, et l'image que renvoie le LIT au STRL aujourd'hui, c'est vraiment qu'il y a une volonté collective des différentes parties prenantes pour aller dans le sens, c'est pas simplement répondre à une demande sociétale qu'on a du mal un peu à définir. D'ailleurs, entre les déclarations et les comportements, on a bien vu les différences. Mais c'est bien dans cette optique, que tout le monde se sente mieux. D'abord, les humains, puisqu'il n'y a pas un humain, mais les humains, par rapport à ce qu'on fait, le sens qu'on donne au métier, et puis par rapport aux animaux.